Le deuil de l'enfant idéal. C'est une expression qu'on utilise parfois, mais derrière ces mots, il y a surtout quelque chose qui se vit. Un moment souvent silencieux, parfois bouleversant, quand l'enfant réel ne correspond plus tout à fait à l'enfant que l'on avait imaginé. Alors apparaissent des questions, du doute, de la fatigue et surtout ce sentiment difficile à dire, ne plus savoir comment aider son propre enfant. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Guylaine de l'Institut Neurosciences. Dans cet épisode, Audrey et Nicolas vont prendre le temps d'explorer ce passage, sans chercher à l'expliquer, mais pour essayer de comprendre ce qui se joue profondément pour les parents. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Je suis votre hôte pour cette exploration. Et moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour apporter mon éclairage d'experte sur notre sujet du jour. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, le document d'analyse qu'on a sur le table aujourd'hui, il est particulièrement poignant. Ouais, très fort. Ça parle de parentalité, de handicap et plus particulièrement des troubles du développement. Et notre mission aujourd'hui, c'est de mettre des mots sur un bouleversement qui est souvent très silencieux. C'est ça, un bouleversement invisible de l'extérieur. Exactement. On va parler de ce qu'on appelle le deuil de l'enfant idéal. On veut comprendre comment cette rupture crée un sentiment d'impuissance, mais surtout, et c'est le plus important, découvrir comment on peut retrouver une place vivante auprès de son enfant. Tout à fait. C'est pas juste un constat sombre, il y a vraiment des pistes lumineuses dans ces sources. Bon, décortiquons tout ça. C'est une scène qui se répète dans des milliers de salons. T'as un parent assis sur le canapé, il regarde son enfant jouer sur le tapis. Il y a de l'amour, hein, un amour viscéral absolu. Mais parfois, il y a cette pensée très fugace qui traverse l'esprit du parent, une pensée souvent inavouable, qui est de se dire « ce n'était pas censé se passer comme ça ». C'est ce fameux décalage, oui. Ouais, l'écart immense entre l'enfant rêvé, celui plein d'espoir avant la naissance, et l'enfant réel, qui est là, avec son handicap ou son fonctionnement atypique. Et c'est un gouffre. En fait, quand on cherche à comprendre une situation douloureuse, on aimerait bien voir une précision chirurgicale, tu vois, comme une radiographie. Ah oui, la radio qui montre la fracture bien nette. Voilà. Le médecin pointe du doigt, on dit « ah, c'est là », on plâtre, et c'est réglé. Sauf que là, la douleur dont nous parlons, elle n'apparaît sur aucune radiographie. Elle échappe complètement au scanner. C'est invisible. Complètement. Et c'est justement ce qui la rend si pernicieuse pour les familles. Le paysage est flou. C'est fou parce que l'idée même de faire un deuil quand ton enfant est vivant, qui rit et qui grandit sous le même toit, ça peut paraître choquant au premier abord. C'est un mot qui heurte, c'est indéniable. Mais les documents qu'on a analysés sont formels là-dessus. Il faut vraiment dissocier l'amour qu'on porte à l'enfant physique de l'attachement à une projection mentale. Une projection mentale, c'est-à-dire? Eh bien, pour comprendre ce mécanisme, nos sources s'appuient sur la théorie de l'attachement de John Bowlby qui date de 1969. D'accord. Bowlby explique qu'avant même la naissance, le cerveau humain a un besoin strictement biologique de créer ce qu'il appelle un modèle interne opérant. Ok. En gros, le parent imagine les parties de foot, les rentrées scolaires, les disputes à l'adolescence. Le cerveau tisse des milliers de fils neurologiques vers un futur anticipé. Donc c'est pas juste de la rêverie en fait. C'est une vraie construction psychique, le cerveau est déjà préparé à une certaine réalité. Absolument pas une rêverie. C'est une fondation. Et quand un diagnostic tombe, ou simplement quand le décalage de l'enfant devient évident au quotidien, ces milliers de fils se cassent d'un coup. Waouh. Le cerveau subit une dissonance cognitive massive. Le deuil de l'enfant idéal, ça veut pas dire cesser d'aimer son enfant. Ouais, c'est important de le préciser. C'est crucial. C'est plutôt le processus psychique obligé pour détruire cette ancienne image mentale et pouvoir enfin rencontrer pleinement l'enfant réel avec sa propre singularité. Je prends un petit instant ici, ça me serre vraiment la gorge de lire ça. Je comprends. C'est d'une solitude inimaginable. Parce que quand quelqu'un perd un proche, la société se mobilise. On envoie des mots, les voisins amènent à manger. Il y a des rituels, oui. Mais là, personne t'envoie de carte de condoléances pour le décès d'une projection mentale, quoi. Ce parent traverse un bouleversement identitaire tout seul, avec en plus une culpabilité terrible de ressentir cette tristesse alors que son gamin est juste là. Cette culpabilité, c'est un fardeau colossal, et ce qui ressort des textes, c'est que ça ne reste pas confiné dans la tête du parent.
Ça a des répercussions physiques? Exactement. Des répercussions très concrètes sur la gestion de tous les jours. C'est là qu'il faut comprendre l'impact sur l'élan parental. L'élan de protection, tu veux dire? Voilà. Naturellement, un parent veut protéger, chercher des solutions apaisées. Mais face au handicap, très vite, c'est le mur. La surabondance d'avis médicaux, les diagnostics, bam, l'élan se fige. Ce qui nous amène à un concept assez dingue. Oui. Ce qui est fascinant ici, c'est d'observer la mécanique biologique derrière cette paralysie. C'est pas de la paresse. Henri Laborit a appelé ça, en 1986, l'inhibition de l'action. L'inhibition de l'action, donc c'est physique? Totalement. Normalement, face au stress, le cerveau fait soit de la fuite, soit du combat. Mais tu peux pas fuir ton enfant. Non, bien sûr. Et tu peux pas combattre un trouble neurodéveloppemental. Donc le cerveau trouve plus d'issue motrice. T'es coincé dans une impasse biologique, en fait. C'est ça, le neuropédiatre dit blanc, le psy dit noir, l'école dit autre chose, la famille s'en mêle, le système nerveux du parent sature, il coupe les moteurs pour éviter l'effondrement. Le parent a juste trop peur de mal faire. C'est une image forte. Ça me fait penser, c'est comme être le capitaine d'un navire en pleine tempête. J'aime bien cette métaphore. L'instinct du capitaine, c'est de s'agripper à la barre. Mais là, d'un coup, tous les instruments de navigation donnent des trucs contradictoires. Le chaos total. La boussole tourne dans le vide, le radar bip partout. Résultat, le capitaine lâche la barre. Pas parce qu'il s'en fout, hein, mais parce qu'il est absolument tétanisé à l'idée de faire couler le bateau. C'est exactement ça. Et pour aller plus loin, les sources relient ça à la notion de perte ambiguë de Pauline Boss. Perte ambiguë. Oui, en 1999. L'enfant est physiquement présent, mais son développement atypique rend ses réactions imprévisibles. Le parent sait plus ce qui le calme ou ce qui le blesse. Ah ouais, l'absence totale de repères. Hein. Et ça, couplé à l'inhibition de l'action, je tiens à faire une pause là-dessus, car c'est déchirant. C'est une souffrance muette terrible. C'est pas un manque de volonté. C'est un élan d'amour qui se fracasse contre un mur d'impuissance. Et le pire quand on lit les documents, c'est de voir que cette paralysie interne est souvent aggravée par le système. Le système d'aide, oui. Les institutions qui sont censées aider les familles, quoi. C'est ce qu'on appelle la dépossession silencieuse. Les repères cliniques sont vitaux, évidemment, mais l'enfant finit souvent par devenir un simple dossier à coordonner. Un ensemble de symptômes à surveiller. On l'a tous vu, le fameux fichier Excel. L'orthophoniste le mardi, le psychomotricien le jeudi... C'est de l'ingénierie médicale à ce stade. Ouais. L'enfant n'est plus un gamin, avec ses rires et ses peurs, c'est un projet thérapeutique. Et le parent devient, quoi? Un chauffeur de taxi? Un exécutant de consignes venu d'ailleurs? Il est relégué sur le bord du chemin. Et là, j'aimerais formuler un message très clair que les textes démontrent pour tous les parents qui écoutent et qui se sentent épuisés aujourd'hui par ce parcours du combattant administratif et médical. C'est important d'entendre ça. Cet épuisement est parfaitement légitime. Ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est le résultat direct d'un système qui transforme l'enfant en dossier et met le parent sur la touche. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, attends, est-ce qu'on marche pas sur la tête, là? Comment ça? Le but de tout ce système, c'est d'aider l'enfant. Mais en le surmédicalisant, en bombardant la famille de consignes cliniques, on est en train d'amputer le parent de sa ressource la plus précieuse, son instinct naturel. C'est un vrai paradoxe. Le protocole clinique vise la norme. Il veut corriger un symptôme pour rentrer dans une case. Or, une relation affective profonde, ça ne se construit pas sur la correction d'un symptôme. Clairement pas. L'humain a viscéralement besoin de sentir qu'il a un impact positif sur l'autre. Si les experts disent constamment aux parents « voici comment faire, car votre instinct est faux », le parent perd sa boussole. Alors, comment on fait pour sortir de ce piège? Il faut un déclic. Parce que le système a cette lourde tendance à déposséder. Oui. Par quel mécanisme concret un parent peut briser cette paralysie, reprendre sa place? Selon les analyses, le déclic, il est dans le regard. Il faut radicalement changer la question qu'on se pose au quotidien. C'est-à-dire? Abandonner la question clinique du style « quel est le nom exact de son trouble » ou « comment je corrige ce symptôme aujourd'hui ?» Ouais, parce que ça s'affige. Exactement. Il faut remplacer ça par une question purement pratique. De quoi mon enfant a-t-il besoin aujourd'hui, là, maintenant, pour se réguler ou tolérer son environnement? On redescend des sphères de la neurologie pour atterrir dans le salon, en fait.
C'est ça. Ajuster la lumière si l'enfant est hypersensible, faire attention à son sommeil, accepter qu'il mange avec les doigts si la fourchette crée une crise d'angoisse. On cherche plus la perfection, on cherche l'équilibre. C'est le concept de Donald Winnicott en 1953, le parent suffisamment bon. Une présence qui s'ajuste sans chercher à être infaillible. Et dans ce retour au concret, les sources mettent un énorme coup de projecteur sur le fait de prendre soin de soi, pour le parent. C'est une urgence vitale. On entend souvent ça comme un cliché de magazine bien-être, mais là, c'est prouvé scientifiquement, non? Complètement. La littérature récente, notamment Chang et ses collaborateurs en 2023, le prouve. Le stress parental non régulé pèse lourd. Les systèmes nerveux parent-enfant sont interconnectés. La corrégulation. Oui, si le cortisol du parent explose à cause de l'épuisement, l'enfant le ressent biologiquement. Un parent épuisé ne peut pas porter la relation. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Concrètement, je fais l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Est-ce que ça signifie que le parent doit arrêter d'espérer une guérison ou des progrès et juste baisser les bras pour avoir la paix à la maison? C'est une objection qu'on entend souvent. Mais c'est faux, ce n'est pas un renoncement, c'est restaurer la base. La priorité absolue. La surmédicalisation fait croire que l'apprentissage passe avant la sécurité. Or, le lien précède le changement. C'est en redonnant la priorité au lien, à l'apaisement, qu'on crée la sécurité nécessaire pour que l'enfant progresse ensuite. Mais opérer ce changement, passer de la survie à la reconnexion, ça demande une énergie de dingue. Une énergie colossale. Et des parents isolés depuis des mois, jugés de partout, vidés de leur sommeil, ils ont plus cette énergie. Le réservoir est à sec. Et c'est là que l'environnement social entre en scène. On ne sort pas seul de la sidération. C'est le rôle vital des associations. Oui, les textes documentent deux manières de se remettre en mouvement. Se former pour agir autrement, ce qui mène parfois à des reconversions professionnelles folles, et rejoindre une association. Attardons-nous sur les associations. Parce que leur rôle, c'est pas juste de donner l'adresse du bon orthophoniste du coin. Si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, la vraie mission de l'association, c'est d'accueillir et de protéger la famille du choc. C'est briser l'isolement. C'est ça. Le quotidien des familles, c'est un combat contre le regard des autres. Le poids de la justification. Devoir expliquer à la caissière pourquoi ton gamin de 8 ans hurle pour une étiquette de t-shirt. Justifier à la belle-mère l'alimentation sélective. S'excuser en permanence. J'imagine le soulagement immense, genre tu passes la porte de l'association et pour la première fois depuis des mois, t'as plus besoin d'expliquer pourquoi ton gamin agit différemment. Le récit du parent est validé tel quel, sans aucun jugement clinique. La dignité est restaurée. L'énergie qui était bouffée par la honte sociale est libérée. Et le parent peut réinvestir cette énergie dans la relation avec son enfant. Franchement, c'est un cheminement fascinant qu'on vient de retracer. On est parti de cette douleur invisible, le deuil de l'enfant idéal, Avec le figement de l'action qui en découle. et l'épuisement face au dossier administratif. Mais surtout, on a mis en lumière des vraies pistes pour s'en sortir. Changer la question au quotidien. Voilà, restaurer le lien au lieu de la performance clinique. Et s'appuyer sur la force protectrice des associations. Cela soulève une question importante, je trouve, pour conclure notre réflexion. Laquelle? Eh bien, si faire le deuil de l'enfant idéal est la clé absolue pour rencontrer l'enfant réel, ne devrions-nous pas aussi, en tant que société, faire le deuil du parent idéal? Ah, ça, c'est profond. Le mythe du parent parfait qui gère tout sans jamais flancher. Exactement. S'autoriser enfin à être simplement des présences humaines. Faillible, mais vivante. Parfaitement. C'est une pensée incroyable pour terminer. Le mythe du parent idéal, il faut le laisser partir aussi. Ça boucle bien la boucle. L'incertitude laisse la place à de vrais liens. Merci beaucoup pour cette analyse poussée. Merci, c'était passionnant. Et pour tout le monde, prenez soin de vous. À très vite. Et peut-être une chose encore. Pour certains parents, ce chemin ne s'arrête pas simplement au fait de retrouver du lien avec leur enfant. Il peut devenir quelque chose de plus profond. Pas forcément une reconversion, pas forcément un changement de vie, mais une transformation intérieure. Comme si, à travers ce qu'ils vivent avec leur enfant, quelque chose en eux se remettait aussi en mouvement. Et parfois, pour certains, cela devient une manière d'aider autrement. Mais cela ne se décide pas, cela se découvre. Si cet épisode a ouvert un espace de réflexion plutôt qu'il n'a fermé une position, alors il aura rempli son rôle. Et maintenant, voici comment aller plus loin ensemble. L'article complet vous attend
Le lien est dans la description. Prenez le temps de le découvrir pour approfondir cette réflexion. Laissez un pouce si cet épisode a résonné en vous et dites-nous en commentaire ce qui résonne avec vous en ce moment. Votre présence compte énormément pour nous. Merci d'interagir avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé en premier de nos prochains partages. Si vous pensez que cette conversation peut aider quelqu'un d'autre dans votre entourage, un collègue, un ami, un proche, partagez cet épisode. C'est grâce à vous que cette communauté grandit. L'Institut Neurosciences est un organisme de formation certifié Calliope. Pour découvrir nos programmes de formation, visitez notre site web ou prenez rendez-vous pour discuter de votre projet professionnel. Le lien de l'agenda est dans la description. Merci infiniment pour votre écoute et votre confiance. Le travail continue et nous sommes honorés de le poursuivre avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau partage.